France Culture. Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, qu'allez-vous faire de vos 20 ans ? On vous dit, allez à l'action. Mais qu'est-ce donc que l'action sans la pensée ? C'est la brutalité et l'inertie. On vous dit, écartez-vous de ce parti de la paix qui débilite les courages. Et nous disons qu'aujourd'hui, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le chef d'état-major de nos armées, le général Mandon, a provoqué récemment quelque émotion en évoquant devant le Congrès des maires de France le risque que, dans la situation troublée de la planète, notre pays manque, je cite, de force d'âme et qu'il ne soit pas prêt à accepter de perdre ses enfants. De là surgirent quelques polémiques qui ont ranimé un débat important quant à la place des armées dans la vie d'une démocratie telle que la nôtre. Nous allons ce matin restituer le regard que Jean Jaurès a jeté avant la Grande Guerre sur cette question de haute importance civique. Il l'a fait principalement dans un livre fameux intitulé « L'armée nouvelle » qui est paru en 1911. Le héros du socialisme français y dessine une doctrine qui, naturellement, est marquée par son temps, mais qui dépasse celui-ci de haut. Il y montre que le devoir des civils est de se mêler de la stratégie et dans l'autre sens que l'expression publique des chefs sous l'uniforme, une fois écarté le risque de pronunciamento, mérite pleinement l'attention de tous. Il s'agit aussi, sous sa plume, de la sociologie du recrutement des officiers, comme de la troupe. Il s'agit des moyens qui permettent que les deux mondes, le civil et le militaire, s'interpénètrent suffisamment au quotidien afin qu'un fossé ne se creuse pas entre eux. Il s'agit de l'importance de la réserve en cas de conflit majeur et de la légitimité d'un service militaire optionnel ou obligatoire pour tous les jeunes gens. Il s'agit même d'une incertitude que notre actualité rend plus présente que jamais. Lorsqu'une guerre défensive survient et qu'elle est gagnée, peut-on espérer, comme Jaurès le crut jadis, qu'elle soit suivie d'un progrès dans le droit international et dans l'organisation universelle de la paix. Je me réjouis que mon invité soit Gilles Candard, éminent biographe de Jaurès et président de la Société des études jaurésiennes. Et d'abord, je vais vous faire entendre la voix de Léon Blum dans un hommage très ému de 1947 où il propose une sorte d'uchronie qui est intéressante. Si Jaurès n'avait pas été assassiné le 31 juillet 1914, premier mort de la guerre, a-t-on dit, que se serait-il passé ? À l'heure du crime, le fléau fatal avait déjà penché, et je ne crois pas qu'aucune force humaine, pas même la sienne, fût en état d'arrêter le choc des armées en marche ou déjà mobilisées. Mais après, au moment de la constitution du gouvernement d'union sacrée, c'est lui qui eut représenté avec Gued le Parti socialiste. Il serait devenu le chef effectif du gouvernement par la force du génie. C'est lui qui aurait été le chef, le Danton, le Gambetta de la France en guerre. C'est lui qui aurait conduit la guerre. C'est lui qui aurait imposé sa direction à la coalition des nations alliées.
c'est lui qui aurait dicté, inspiré, imposé la paix. Toute l'histoire aurait été changée, bouleversée jusqu'à nous. L'absence ou la présence d'un homme changeait le destin de l'humanité entière. Gilles Candard, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Il me semble que ce regard d'imagination sur ce qui se serait passé si, indirectement, nous renvoie déjà à un des regards possibles sur Jean Jaurès, l'armée, la nation, son livre L'armée nouvelle. En effet, avec toujours la grande interrogation, Jean Jaurès, patriote, internationaliste, qu'aurait-il fait pendant la guerre ? Il est certain qu'il aurait été patriote, il est certain qu'il aurait songé à la défense nationale, il est certain aussi qu'il aurait songé à l'humanité, à la paix, au moyen de finir la guerre et de construire un monde plus juste. Alors comment tout cela se serait combiné ? C'est évidemment pas très facile de le savoir, et on peut se poser des questions, et on peut le lire aujourd'hui. Donc c'est ce que nous allons faire, je pense, avec vous, autour de son maître livre, L'Armée nouvelle. En effet, et nous pourrons conclure peut-être en nous risquant notre tour à quelque imagination, mais pour le reste, il faut situer ce livre, ces interventions de Jaurès sur ce sujet, l'armée dans la nation, dans leur époque, bien sûr, mais nous allons considérer aussi la façon dont on peut l'en sortir. Je pense, autant le dire d'entrée de jeu, à ce que De Gaulle écrivait lui-même dans l'entre-deux-guerres sur ce livre et qui peut surprendre. Il écrit à Paul Reynaud en mai 1937 pour le féliciter, non sans quelques flagorneries d'ailleurs, pour un livre que celui-ci avait consacré aux problèmes militaires que lui-même avait influencé. Il lui écrit « Vous êtes en notre temps le seul homme d'État de premier plan qui ait le courage, l'intelligence et le sens national assez grand pour prendre à bras le corps le problème militaire dont le destin de la France dépend. » Mais il ajoute, ce qui est intéressant, il faudrait remonter à Jaurès pour trouver un autre exemple. Encore, précise-t-il, Jaurès ne jouait-il, c'est toujours De Gaulle qui parle, d'un archet superbe que d'une seule corde. La formule n'est pas explicite, donc elle stimule. Tout à fait, et on peut peut-être se dire que Jaurès savait parfois jouer sur plusieurs cordes, mais est-ce que De Gaulle avait lu suffisamment, disons, intime, suivi Jaurès? C'est peut-être pas tout à fait sûr, mais il en avait entendu parler, il avait dû en prendre connaissance. Sûrement, il l'a lu, sûrement. En tout cas, l'Armée nouvelle, ils ont une inspiration un peu commune, puisque tous les deux ont été marqués par le lieutenant-colonel Émile Meyer. C'est Vincent Duclerc qui a beaucoup étudié ce grand officier républicain, Dreyfusard, qui a été à la fois un conseiller, enfin un proche, disons, de Jaurès et des socialistes avant 1914, et du jeune Charles de Gaulle, lorsque celui-ci essaye de jouer aussi un rôle et de préciser ses vues stratégiques et de réorganisation de l'armée. Donc il y a effectivement des possibilités de relier la pensée de ces deux grands hommes politiques du XXe siècle. De Gaulle, président de la République, passe par Carmaux, oui, en mars 1960, et il dit ceci: « La pensée de Jaurès a marqué si profondément l'esprit français au moment où il le fallait, toujours dans le sens de la générosité, toujours dans le sens de l'élévation, toujours dans le sens de la France. Je le salue, je salue sa mémoire. » Fin de citation. Oui. Alors, revenons néanmoins à Jaurès lui-même et quittons le général de Gaulle. Dans un article que vous venez de publier et dont je donnerai les références tout à l'heure, vous rappelez que Jaurès, on ne le sait pas toujours, est né et a grandi, a formé sa première pensée dans un milieu très proche du monde militaire. Tout à fait, ça c'est notamment le bibliothécaire de Castres, monsieur Alain Lévy, qui avait attiré l'attention, disons, de la communauté jaurésienne sur cette question. Les parents de Jaurès sont dans un milieu à la fois rural, urbain, de famille bourgeoise, mais pauvre en ce qui concerne ses parents. Mais les militaires sont très présents dans la famille de Jaurès comme dans la ville dans laquelle il est élevé. À Castres, il y a plus de 10% de la population est militaire, donc ils sont très nombreux. Et Jaurès a de nombreux
oncles, aussi des cousins de son père, et son propre frère sera lui aussi militaire. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce seront des militaires qui seront à des degrés très différents de la hiérarchie. Oui. Il y aura des cousins amiraux, mais il y aura aussi un oncle qui terminera comme sergent des zouaves, donc qui était un soldat du rang et un simple sous-officier. Et il a été élevé avec des récits, justement, de toutes les guerres napoléoniennes. Et n'oublions pas qu'à 12 ans, il a vécu l'année terrible. Il a vécu l'invasion du territoire national. Il a dû entendre évidemment parler de la Commune, mais surtout l'amputation du territoire national avec la perte de l'Alsace-Lorraine. La perte de l'Alsace-Lorraine, en 1871, a beaucoup marqué Jaurès, d'ailleurs, comme l'ensemble de ses concitoyens. Et c'était vraiment un sujet qui revient sans cesse. Vous notez qu'aucun dirigeant majeur de la Troisième République n'avait autant d'amiraux dans sa parentèle. Et si on compte bien aujourd'hui, 5 parents proches de Jaurès ont été amiraux. 2 avant lui, et les 2 cousins de son père, Charles et Benjamin Jaurès, qui étaient ministres de la Marine et qui patronnent un peu les débuts politiques de Jaurès dans le Tarn, hein, il faut bien le dire, qui commence comme républicain, on pourrait dire plutôt modéré, et après, avec lui, son frère, qui devient lui aussi amiral, qui sera nommé par Clémenceau, amiral en 1917. Et les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son frère seront eux aussi amiraux. Donc il n'y a aucun antimilitarisme de principe chez lui, bien au contraire. Et même on est parfois surpris de le voir dans la dépêche de Toulouse de l'époque, ou dans ses premières interventions, chanter les mérites de l'armée avec une très grande confiance, et en estimant que finalement les jeunes soldats y apprennent beaucoup, y apprennent le sens du devoir, le sens de la patrie, qu'ils apprécient cette vie de rencontre avec des jeunes d'horizons différents, de provinces différentes. Son premier regard sur l'armée est réellement très très chaleureux, quoi, et très très sympathique. Il va se complexifier après, parce qu'il va bien voir que la vie est plus difficile et que tout n'est pas rose, même dans le monde militaire. Il respecte et il estime beaucoup les militaires et tous ceux qui ont participé à la défense du pays. Ça explique aussi une certaine distance avec certains de ses camarades pour qui, en somme, l'armée, c'était le mal absolu et pour qui il fallait être systématiquement, définitivement, obstinément antimilitariste. Oui, alors il va se moquer, par exemple, de Gustave Hervé, qui signe ses articles sans patrie, en lui disant que dans sa fameuse attaque sur le drapeau de Wagram qu'il faut planter dans un tas de fumier, il a fait le contraire de ce qu'il voulait sans doute faire, et qu'en fait, il protestait contre l'indignité qui était de se revendiquer de Wagram, qui portait atteinte à l'honneur de l'armée, parce qu'il y aurait eu des massacres de prisonniers, des mauvais traitements. Alors ça, oui, bien sûr, il faut refuser cet aspect, disons, du militarisme. C'est justement au nom de la grandeur et de la dignité de l'armée et de la patrie que Jaurès agit. Et vous montrez bien que son premier mandat, où il était au centre-gauche avant d'être battu, est marqué justement par un soutien, par exemple, à Boulanger, à ses réformes, général Boulanger. Il dit ceci: quand une école patriotique, l'armée, devient une grande école démocratique et républicaine, il faut saluer. Oui, parce que Boulanger est un ministre de la guerre proche des radicaux, et ses premières réformes sont très populaires, hein, l'autorisation de la barbe pour le soldat. Il y a beaucoup d'attention à la vie du conscrit, et donc ce sont des réformes qui vont tout à fait dans le sens de ce que peuvent attendre de bons républicains comme Jaurès. Mais ce bon républicain devient vraiment socialiste lors de son second mandat, après le temps qui correspond à la suite de sa défaite initiale, et c'est là qu'il évolue sous nos yeux, en particulier au fil de ses innombrables articles. Il a écrit plus de 2000 articles pendant ces années-là. On voit évoluer son point de vue, et en particulier dans son journal qu'il fonde en 1904, l'Humanité, où sous le nom de Rossel, il publie toute une série d'interventions sur le sujet. Rappelez-nous qui était Rossel. Alors, il y a deux choses. Rossel, c'est le nom de cet officier
patriote qui a choisi d'être avec la commune parce qu'il refusait la défaite et l'amputation du territoire national et qui a été ensuite fusillé après la fin de la commune par décision du Conseil de guerre que Thiers n'a pas gracié. Et Rossel est un pseudonyme qui va être utilisé par des conseillers militaires proches de Jaurès, parce que Jaurès est socialiste, mais comme Gued et Vaillant, ces socialistes sont également d'éminents patriotes. D'ailleurs, le parti ouvrier de Gued, qui est le parti marxiste, décide dans un congrès de rajouter français au nom de son parti, afin qu'il n'y ait pas de confusion. Vaillant, héritier de la tradition blanquiste, est lui aussi extrêmement patriote, et il a combattu pendant la guerre de 70, et Jaurès est lui aussi toujours très patriote pendant ces années, très intéressé par les questions militaires, et il a des conseillers militaires. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le capitaine Gérard, Henri Gérard, commandant, colonel, etc., qui sera très proche de Jaurès et qui lui sera, disons, son inspirateur pour un certain nombre de réformes techniques. Mais il n'est pas le seul. Et ça, d'ailleurs, ça peut peut-être intéresser certains auditeurs. Il y a encore des mystères dans l'histoire. Les mystères sont pas seulement dans l'histoire antique ou l'histoire médiévale. Par exemple, quand Jaurès publie l'Armée nouvelle, il y a un banquet d'officiers socialistes ou proches du Parti socialiste est organisé avec Jaurès, et nous ne savons pas où a été organisé, qui était à ce banquet, ce qui s'est dit. On aimerait bien le savoir. Si vous, même vous, Gilles Candard, qui savez tout de Jaurès, ne le savez pas, alors on peut vous citer que le nom de 2 officiers, le capitaine Gérard et celui qui est à l'époque encore capitaine, le futur commandant Raynal, le futur héros de la défense du fort de Vaux à Verdun pendant la Grande Guerre. Sylvain Raynal. Sylvain Raynal, tout à fait, qui a sa rue à Paris et dans d'autres villes de province, un des grands héros de la guerre de 14-18. Il était un bon socialiste. Il va être choisi par le Parti socialiste d'ailleurs avant 1914, ça fait partie aussi d'autres sujets, pour encadrer la première colonie de vacances que les socialistes créent à destination des enfants d'ouvriers. Vous pensez, à l'époque, les socialistes organisent des colonies de vacances, mais c'est un officier d'active qui est choisi pour l'encadrement. Ça vous donne une idée un peu évidemment des valeurs qui étaient inculquées aussi à ces enfants dans ce contexte. Comme point de départ, je veux peut-être vous proposer cet extrait d'un discours qui a été prononcé par Jean Jaurès au congrès de Stuttgart en 1907. Qui est ici lu dans 14-18, magazine mensuel de la Première Guerre mondiale, de Pierre Cipriot, qui était une grande voix de France Culture, diffusé le 22 janvier 1966 sur notre chaîne. Si une nation, en quelque circonstance que ce fût, renonçait d'avance à se défendre, elle ferait le jeu des gouvernements de violence, de barbarie et de réaction. L'unité humaine se réaliserait dans la servitude si elle résultait de l'absorption des nations vaincues par une nation dominatrice. Alors cela, c'est une manière de caractériser un type de guerre, la guerre défensive, la guerre offensive, la guerre des prédateurs. Mais la pensée de Jaurès s'élargit au-delà. Jaurès réfléchit beaucoup à la guerre. Et je vais reprendre une formule justement de mon collègue et ami Vincent Duclerc. Il veut à la fois combattre la guerre et comprendre la guerre. Et au besoin, effectivement, mener la guerre, faire la guerre, s'il le faut, dans un cadre défensif ou dans un cadre de défense de l'humanité, si celle-ci est en jeu. Jaurès envisage cette possibilité. Et il est pris, à partir de 1905, 1906, 1907, comme évidemment vous le savez très bien, dans toute une série de polémiques, non seulement avec la droite nationaliste qui remet en cause son internationalisme, mais aussi avec une bonne partie des républicains, et les plus éminents des radicaux comme Clémenceau notamment, qui critiquent ces conceptions. C'est le moment du congrès de Nancy des socialistes en 1907 et du congrès de l'Internationale socialiste à Stuttgart aussi en 1907. Est-ce que les socialistes... C'est là qu'il a prononcé les paroles que nous venons d'entendre. Est-ce que les socialistes ont le droit d'avoir une action internationale ? Ce n'est pas du tout évident à l'époque. La preuve, ce n'est même pas évident
pour tous les socialistes. Beaucoup de socialistes, notamment dans le courant marxiste habituel, celui de Jules Guesde, ou dans la social-démocratie germanique, les Allemands ou les Autrichiens, estiment que l'internationale socialiste ne doit pas s'occuper finalement de politique étrangère, ne doit pas s'occuper de ces questions qui ne sont pas celles de la lutte contre le capitalisme. Il faut faire la révolution sociale. Et pour Jaurès, ces socialistes doivent avoir une action politique. Une action politique en politique intérieure, une action politique en politique sociale, laïque ou éducative, mais aussi une politique internationale. Militaire, donc, ce qui nous intéresse. Et y compris une question militaire. C'est le temps où Jules Guesde, dans son hebdomadaire Le Socialisme, accuse Jean Jaurès de se mettre, lorsqu'il intervient sur ces questions, au service du ministère de la Guerre, donc de la bourgeoisie. Mais maintenant, il est temps que nous en venions à ce livre, L'Armée nouvelle, qui d'abord est d'un rapport parlementaire, pour expliquer quelle est sa genèse, quelle est sa place dans l'action et dans l'œuvre de Jaurès. Dans quelles conditions l'a-t-il rédigé ? Alors, Jaurès a un éditeur avec qui il travaille volontiers. C'est un grand éditeur populaire de l'époque, la maison Rouff. Où il a publié son histoire de la Révolution française. Tout à fait. De 1898, enfin, date du contrat, 1900, les premières parutions, ça se termine en 1908. Mais il réfléchissait à la suite. Lui a travaillé sur la Révolution française et la Commune. Il y a d'ailleurs 2 projets qui peuvent nous intéresser. Il signe un premier contrat pour une biographie de Gambetta, qui n'écrira pas, en fait, en 1905. Là, c'est la défense nationale. Mais c'est quand même la même préoccupation. C'est Gambetta, c'est la défense nationale, c'est la guerre de 70. Autant que l'enracinement de la République. Et l'enracinement de la République, tout à fait. Et d'autre part, en 1907, il signe un nouveau contrat qu'il va mener à bien cette fois-ci pour un livre sur la défense nationale et la paix internationale. C'est le premier titre ? C'est le premier titre de sa réflexion qui veut répondre de manière plus ample à toutes les polémiques sur l'internationalisme, le patriotisme et l'organisation de l'armée si jamais les socialistes participaient au gouvernement du pays ou avaient une influence, disons, importante sur la vie de la nation. Donc il va y travailler pendant plusieurs années. Il doit rendre le manuscrit en 1908. Il le rendra pas en 1908, pas plus en 1909. Finalement, il le rendra en 1910. Et il déposera une proposition de loi sur le bureau de la Chambre des députés. Ça sera la première édition de l'Armée nouvelle, qui se présente en principe comme étant des considérants de plusieurs centaines de pages à une proposition de loi qui ne fait qu'une seule page. Et la Maison Rouff sort le livre en 1911. Et il est évidemment, à partir de ce moment-là, discuté, commenté. Il y aura une édition aussi en allemand, pas dans d'autres langues, ce qui prouve bien d'ailleurs que ce livre porte un peu sur la question d'une éventuelle guerre entre la France et l'Allemagne. Nous allons y venir, mais auparavant, cette interview d'un des amis de Jaurès, le docteur Laurent Camboulive, qui a été sénateur et maire d'Albi, et qui a été jeune encore le témoin du temps de la rédaction de ce livre. Il est interrogé par Jean Rabault dans l'émission Le Citoyen Jaurès, qui a été diffusée le 1er juin 1959. Docteur Laurent Camboulive. Il était dans la maison voisine de la mienne, à l'angle de la place qui porte aujourd'hui son nom. C'est là où il écrivait l'Armée nouvelle. Souvent, en fin d'après-midi, toujours avec mon cher Pierre Esquila, nous allions le voir. Nous le trouvions dans son cabinet de travail où il avait installé, au milieu de l'invraisemblable dépôt de livres et de journaux, un lit de camp destiné à lui permettre de prolonger ses veilles sans troubler le repos de sa maison. Et souvent, nous trouvions auprès de lui son ami, le colonel Gérard, qui collaborait avec lui à la production de l'Armée nouvelle. Au sujet de l'Armée nouvelle, c'est Lévy-Bruhl qui a dit d'ailleurs du livre « L'Armée nouvelle » qu'il est une sorte de testament de sa pensée où il s'est mis presque tout entier. Évidemment, nous y trouvons une véritable condensation de sa doctrine. Cependant, en dépit des constantes digressions qui, par la critique historique ou par anticipation, élargissent sans cesse l'horizon, il faut bien convenir que le titre même de l'ouvrage témoigne du souci que Jaurès a gardé toute sa vie d'une conflagration européenne. Il faut en venir sans désemparer, me semble-t-il, Gilles Candard, sur le fond des choses. La conviction proclamée de Jean Jaurès, qui d'ailleurs lui a valu beaucoup de critiques dans son camp, qu'on ne pouvait pas suivre Marx quand il disait que les prolétaires n'avaient pas de patrie.
et que c'était une affirmation insupportable. Malgré son propre propos bien souvent cité, le capitalisme est d'essence guerrière. Il disait, vous savez, toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. C'est un discours de 1895, donc bien antérieur. Il me semble qu'à partir de l'Armée nouvelle, 15 ans plus tard, il a beaucoup nuancé sa pensée, précisément en refusant ce qu'il y avait de sommaire à ses yeux dans le propos de Karl Marx. Oui, il discute beaucoup ce qu'il appelle le trait d'esprit paradoxal de Marx sur le fait que les prolétaires n'ont pas de patrie. Une boutade hargneuse, disait-il. Voilà. Et il discute même son ami Anatole France, qui avait un peu ironisé sur Jeanne d'Arc. Jaurès a commencé un de ses discours parlementaires en disant « Si noir que devienne le monde, il ne verra jamais cette chose monstrueuse que serait la fin de la France ». Cet internationaliste qui combat pour la paix est toujours éminemment patriote. Il ne veut pas que la France disparaisse, il ne veut pas que la France soit amoindrie. Et donc, il songe toujours à avoir une politique de défense des intérêts nationaux. Et pour ça, il faut qu'il y ait une armée qui soit une armée pleinement nationale. Donc ce qu'il propose est parfois très exigeant, il ne sera pas toujours compris. Il cite d'ailleurs Machiavel à la Chambre, l'histoire se rit des prophètes désarmés. L'histoire se rit des prophètes désarmés. Et il dit aussi, la patrie n'est pas une idée épuisée, c'est une idée qui se transforme et s'agrandit. Contre l'aile gauche du parti, et qui avec Gustave Hervé affirme par exemple, notre patrie c'est notre classe, il n'y a pas d'autre patrie. Oui, et donc en 1907, au congrès de Nancy, enfin à plusieurs reprises, il y a l'occasion de polémiquer, de contredire les hervéistes. Mais en même temps, il essaye d'utiliser les hervéistes, disons, comme étant des éléments batailleurs qui peuvent secouer l'inertie de certains en France, mais aussi dans l'international, par exemple des sociodémocrates allemands qui ne veulent pas engager d'action vigoureuse contre la guerre. Il essaye toujours de jouer sur les différentes forces politiques. C'est une des difficultés d'ailleurs de sa stratégie, mais c'est aussi un de ses objectifs. Ce qui fait qu'on peut avoir parfois du mal à savoir jusqu'où il veut aller. Mais ce qu'il faut bien comprendre et qui posera un problème de son vivant aussi à l'occasion, c'est que ce qu'il attend d'une armée défensive en France est quelque chose de très exigeant. La préparation militaire commence à l'âge de 10 ans. Nous allons en parler, mais je voudrais d'abord lui donner la parole pour qu'on entende sa voix. Voilà un extrait de l'Armée nouvelle, lu ici par Christine Sirézol, dans Les chemins de la connaissance de Jean Birnbaum sur France Culture, le 11 février 2003. Que le socialisme lie sans cesse la libération des prolétaires à la paix de l'humanité et à la liberté des patries. Que le prolétariat organisé, pensant, éduquant peu à peu la masse, la guérisse des illusions chauvines et des entraînements belliqueux. Qu'il dénonce l'odieux et le ridicule de la guerre, dont le rôle dans l'histoire humaine fut terriblement ambigu, à la fois funeste et fécond, mais qui aujourd'hui, dans le monde de la démocratie du travail, est pleinement suranné, absurde et criminel. Qu'il menace sérieusement d'un acte de désespoir révolutionnaire tout gouvernement assez insensé et coupable pour déchaîner un conflit sans avoir épuisé manifestement toutes les chances de paix. Mais qu'il veille constamment sur l'indépendance de la patrie et sur ses moyens de défense qu'il démontre, par son activité allègre, que s'il combat le militarisme et la guerre, ce n'est point par égoïsme peureux, lâcheté servile ou paresse bourgeoise, mais qu'il est aussi résolu et prêt à assurer le plein fonctionnement d'un système de pensée et d'armée vraiment populaire et défensif qu'à abattre les fauteurs de conflits. Alors, il pourra défier les calomnies, car il portera en lui, avec la force accumulée de la patrie historique, la force idéale de la patrie nouvelle, l'humanité du travail et du droit. On a là, me semble-t-il, Gilles Candard, le balancement essentiel de sa pensée. L'idée qu'il exprime que la guerre a pu avoir un rôle fécond, c'était fait pour rebrousser le poil de beaucoup, mais c'est important dans sa pensée.
Jaurès, c'est toujours un peu de patriotisme éloigne international, beaucoup de patriotisme y ramène, un peu d'internationalisme éloigne du patriotisme, beaucoup d'internationalisme y ramène. Formule fameuse Qui est de l'armée nouvelle, d'ailleurs. Et il envisage, bien évidemment, la possibilité d'une guerre où la France serait obligée de se défendre. Après tout, c'est ce qui est arrivé pendant la Révolution française. C'est même l'Europe coalisée qui allait intervenir militairement. Je sais bien que c'est la France qui a voté en premier la déclaration de guerre, mais enfin, elle a été imminente. Les soldats de l'an 2 sont très présents dans l'armée nouvelle. Bien entendu. Et ça, par exemple, l'historien Maurice Agulon a montré que c'était aussi un point peut-être commun avec le général de Gaulle dont nous parlions tout à l'heure, qui avait à la Boisserie un tableau représentant les volontaires de l'an 2. Et 1848, ce sont bien les armées russes qui viennent briser les révolutions en Europe centrale. Donc, s'il y avait des poussées, disons, démocratiques, progressistes, tendance révolutionnaire en France ou en Europe occidentale, il pourrait y avoir aussi des interventions militaires des empires centraux ou l'empire russe en Europe pour ramener l'ordre ancien. Donc, dans ce cadre-là, il faut bien que les pays progressistes ou des pays comme la France, notamment, se défendent. Donc il faut envisager cette guerre qui pourrait avoir lieu. Et pour cela, il faut réfléchir à cette question fondamentale qui organise toute notre conversation sur Jaurès, l'armée et la nation. Comment faire pour qu'il n'y ait pas un fossé qui se creuse entre le monde militaire et le monde civil. Et c'est une question de toujours et même d'aujourd'hui. Première idée, il n'y a pas vraiment, pense-t-il, de péril prétorien, que les armes cèdent à la toge. Le risque d'un pronunciamento militaire, et là il rejoint De Gaulle également dans l'entre-deux-guerres, n'est pas vraiment présent, malgré Boulanger. Et en France, c'est vrai qu'il y en a... Il explique que le 18 Brumaire n'a pas été une action militaire, que même les journées de juin, c'était une volonté qui était politique, que la commune tiers a se servi de l'armée, mais ce n'était pas un pronunciamento. Au fond, dans notre histoire récente, il n'y a guère qu'avril 61 où il y a eu un risque de coup d'État militaire. Oui, pour lui, les responsables, ce sont des politiques. Bien sûr, certains militaires participent à tendance politique, disons, anti-républicaine ou nationaliste autour de Boulanger ou des anti-Dreyfusards. Mais c'est pas de là dont vient vraiment le danger. Le boulangisme a été dangereux à cause de ses succès électoraux et parce que il pouvait amener une situation qui aurait éventuellement permis soit une restauration monarchique, soit, disons, un virage à droite de la République. Dans l'affaire Dreyfus aussi, bien sûr, l'état-major fait pression, il faut réformer l'organisation de l'armée, mais ce n'est pas en lui-même l'état-major qui est responsable de la situation politique du pays. C'est que le pouvoir civil était trop faible et ne s'engageait pas, comme Waldeck-Rousseau a su le faire, dans une politique, disons, de remise en ordre républicaine du pays. Donc pour Jaurès, le débat est réellement politique. Et il doit être mené sur ce terrain-là, et il ne croit pas à un danger, disons, spécifique du côté des chefs militaires. Alors il y a une première idée qui est fondamentale, il n'est pas question de laisser la réflexion sur la guerre aux seuls professionnels. Et la question se pose de savoir qui sont les meilleurs pour définir une doctrine de défense nationale. La compétence des militaires doit se confronter à l'histoire et à une grande question, c'est-à-dire celle de la capacité de ce grand corps à permettre que se développent des doctrines hétérodoxes. C'est une vraie question, ça. Tout à fait, c'est ouvrir la réflexion. Et ça, c'est une préoccupation qui se pose aussi aujourd'hui. Quand Jaurès écrit l'Armée nouvelle, disons dans les milieux militaires, il y a quelques idées fortes que Jaurès connaît, qui s'expriment pour l'offensive à outrance, qui estime que l'Allemagne certainement procédera à une attaque brusquée en cas de guerre, et on envisage un peu qu'une seule stratégie. Et là, vraiment, Jaurès veut ouvrir le débat, et il veut que, disons, les politiques, les journalistes, les citoyens, l'ensemble des citoyens s'intéressent à ces questions militaires et qu'on puisse envisager toutes les hypothèses. Et sur le fond des choses, il est d'ailleurs, c'est lui qui a eu raison, c'est-à-dire que le péril de cette offensive à tout prix, attaquant comme la Lune, c'était le général Lanzac, un rival de Foch qui s'en moquait. Et d'ailleurs, on a vu tout ce que ça a coûté à la France dans un premier temps. C'est précisément ce que déjà Jaurès discute
dans l'armée nouvelle. Et c'est d'ailleurs, vous savez, l'armée nouvelle n'a pas eu un grand succès de librairie, semble-t-il, en 1911 et dans les années suivantes. Mais elle a été rééditée en 1915 avec une préface du professeur Lévy-Bruhl, parce que le début de la guerre de 1914 a semblé totalement justifier les pressentiments de Jaurès, c'est-à-dire une invasion du territoire national et l'organisation d'une défense avec la mobilisation de toute l'armée, où finalement les soldats qui ont été mobilisés ont participé de manière directe à la contre-offensive. Et ça, c'était ce que préconisait Jaurès dans son livre, et qui ne rentrait pas dans les plans de l'état-major en 14, qui au contraire insistait sur la nécessité et les vertus de l'offensive généralisée. Donc Jaurès, finalement, a eu raison un petit peu avant les autres, en tout cas sur ce plan-là. Une autre grande question, c'est évidemment la question de l'organisation du service militaire. C'est le moment où on est passé de 2 ans à 3 ans, avec tous les débats autour. Mais surtout, Jaurès, très concrètement dans ce livre, et cela nous intéresse, réfléchir à ce qui doit être un service militaire spécifique dans une démocratie. Racontez-nous ça. Oui, Jaurès est pour un service court. À l'époque, disons que finalement, la gauche au sens large avait voté la loi de 2 ans. En 1913, on remonte à 3 ans de service militaire, afin d'équilibrer les forces avec l'Allemagne. C'est une stratégie qui n'a pas du tout l'accord de Jaurès. Jaurès est pour un temps court, de 6 mois, considérant que l'armée de caserne n'est pas une bonne solution, mais son service militaire court s'explique par le fait que dès leur plus jeune âge, les jeunes Français, les enfants déjà doivent se préparer. Alors au début, se préparer par une éducation physique et sportive, mais une éducation physique et sportive en lien avec l'armée dès l'âge de 10 ans. Et cette préparation prend un aspect ensuite plus militaire, et il y a aussi après le service de 6 mois des périodes de rappel où on s'entraîne, on se met au courant, disons des développements soit stratégiques, soit des nouvelles armes, etc. Donc c'est vraiment tout le pays qui doit être mobilisé pour répondre à une agression éventuelle. Ce qui n'a pas toujours plu à tous ses amis socialistes ou syndicalistes. Antimilitaristes, qu'on pourrait dire un peu sommaires. Et qui du coup ont préféré soit ne pas parler du livre, soit l'ont critiqué, comme par exemple Gued ou Rosa Luxembourg en Allemagne. Sur ce sujet. Alors il y a l'exemple de la Suisse qu'il évoque sur chacun ayant un fusil chez soi. Voilà. Alors Jaurès est bien conscient des insuffisances, disons, du modèle suisse, parce que après beaucoup vont se moquer en se disant on peut pas garder non plus un cuirassier chez soi ou oui, on peut pas mettre un canon dans le lit de chaque ancien canonnier, dit un social-démocrate allemand ironique, et donner à chaque vieux loup de mer un petit bateau de guerre à faire flotter dans sa baignoire. Oui, et Jaurès n'était pas inconscient du problème. D'ailleurs, on se moque aussi de lui parce qu'à un moment, il dit si on fait comme les Suisses, on pourrait laisser les soldats disposer d'une arme dans des départements proches de la frontière. Donc certains vont dire mais pourquoi fait-il confiance aux Lorrains, puisqu'il parle de 4 à 6 départements, voire à certains champenois, et pas aux autres? Serait-ce parce que les Lorrains votent très peu socialistes ou que ce sont pas des gens du Midi? Enfin, il y a beaucoup de plaisanteries qui sont faites là-dessus. Pour Jaurès, ce n'est pas fondamental. Il a discuté le problème, mais justement, Jean-Jacques Becker, dans son édition de l'Armée nouvelle, a montré tout ce qui séparait Jaurès du modèle des milices. Jaurès savait bien que le modèle des milices était un peu dépassé. Les milices, ça va pour une guerre où chacun prend son fusil et où on défend son village, dans une guerre un petit peu à l'ancienne. Dans une guerre moderne, où il y a des grandes masses d'hommes qui doivent manœuvrer par dizaines de milles ou par centaines de milles ou par millions, où il y a des armements modernes avec la guerre de 14-18 va voir le développement de l'aviation, des chars d'assaut. Ce n'était pas encore le cas tout à fait en 1911, mais enfin il y avait déjà les mitrailleuses, il y avait déjà l'artillerie, les canons de 75. Évidemment, on ne peut pas organiser une armée nationale sur le simple modèle d'une armée de milice. Ça, Jaurès en est conscient, et il veut une armée moderne. Il réfléchit cette armée moderne, et les questions qu'il pose sont en réalité assez actuelles. Comment faire
puisqu'on s'interroge aujourd'hui pour que la jeunesse de France, on rejoint le propos de Mandon d'une certaine façon, puisse être formée de façon militaire. Il y a une autre grande question qu'évoque, dont on ne peut pas faire de l'économie, c'est la question, évidemment, quand on s'intéresse, comme nous le faisons ce matin, au lien entre les militaires et les civils, c'est la question du recrutement de l'armée, que ce ne soit pas la sociographie du recrutement. Raoul Gérardet avait étudié de près le recrutement de Saint-Cyr, par exemple, pour montrer que c'était relativement étroit. Je vais vous faire entendre le propos que j'avais recueilli naguère du général Henri Bintéja, qui avait été SEMA, comme on dit dans l'armée, chef d'état-major des armées, et qui venait de quitter son poste, et qui parle de la nécessité de cette ouverture large de l'armée à toutes les fractions de la société. Ce propos date de 2014. Pourquoi est-ce qu'il se posait la question en 1910 ? C'est parce que il s'agissait d'ouvrir la caste militaire, c'est-à-dire de faire rentrer au milieu de ces officiers des officiers issus du prolétariat. Toujours sans souci. Exactement. Je veux dire, nous avons aujourd'hui un pourcentage de soldats musulmans très important dans nos armées. Mais le problème qui existe aujourd'hui, par contre, c'est la sous-représentation de ces minorités au niveau des généraux, des colonels, etc. Parce qu'on a absolument besoin d'avoir des généraux et des colonels dans lesquels nos soldats se reconnaissent aussi. Moi, je me souviens de mon camarade, quand j'étais en poste, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Wozinski. Il avait sur son bureau une lampe de mineur, qui était la lampe du mineur de son père, immigré polonais, qui gardait sur son bureau volontairement, d'une part, un peu par provocation, mais aussi beaucoup, pour qu'ils se souviennent de l'importance de ce qu'on appelait le mérite républicain. Ça aurait beaucoup plu à Jaurès, non ? Je pense que oui. Il y a non seulement la question du recrutement, bien sûr, Gilles Kandar, mais il y a aussi la question des voies et moyens de mêler au quotidien des jours le monde militaire et le monde civil, avec cette création intéressante que je crois Jean Jaurès aurait approuvée, on peut le dire sans prendre trop de risques, l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui réunit un tiers de militaires, un tiers de fonctionnaires et un tiers de cadres du privé. Oui, Jaurès se méfie absolument de tout ce qui est formation de caste. Il veut que les officiers soient formés à l'université. Il est très attaché à une idée d'excellence. Il se méfie d'ailleurs des formules qui sont parfois à la mode chez les radicaux d'officiers sortis du rang. Ça, c'est justement un peu comme l'ancien modèle des milices. Il voit bien que ça va pas correspondre aux exigences d'une armée moderne. Donc il veut une formation de très haut niveau, mais cette formation de très haut niveau, c'est comme pour le droit, la médecine, l'histoire ou tout ce que vous voulez, ça doit passer par une formation universitaire et les futurs officiers doivent être formés dans le même cadre que les autres éléments de la société française. Et il revient sans arrêt sur la nécessité aussi d'avoir des bourses, des aides, des allocations, y compris d'associations ouvrières, de syndicats, de mutuelles, de corporations, pour qu'il y ait un brassage très large, très général. Tous les sous-officiers qui devront faire le service militaire, enfin encadrer les jeunes au moment du service militaire, doivent être des citoyens ordinaires, des sous-officiers qui ne soient pas justement de l'armée permanente, afin qu'on voit bien que c'est la nation en armes qui prépare sa défense ou une intervention militaire, que ce ne soit pas eux, les gens de l'armée, mais que ce soit vraiment nous qui nous organisons pour la défense nationale en cas de besoin ou pour une intervention humanitaire si elle est indispensable pour éviter un génocide ou quelque chose de cet ordre-là. On peut situer par conséquent dans la ligne de Jaurès, dans sa descendance, tous les efforts qui ont été faits après la guerre d'Algérie, où l'armée était devenue très impopulaire, bien sûr, parmi de nombreuses couches de la population, les efforts pour organiser des rapprochements. Il faut faire hommage à la revue qui s'appelle Inflexion, qui a été créée précisément pour réfléchir au rapport entre civils et militaires, et notamment l'armée de terre, où le général Lecointre, qui a été lui-même SEMA, qui était chef de nos armées, qui est maintenant grand chancelier de la Légion d'honneur, il avait joué un rôle essentiel, et on trouve des traces d'ailleurs de cette réflexion dans son beau livre qui a été très bien reçu, qui s'appelle Entre-guerres, paru chez Gallimard en 1924. Je le cite parce que il y a là une réflexion précisément sur l'armée dans la nation qui est d'une vitalité qui m'a frappé. Et je suis heureux que vous citiez une revue, parce que ça prouve que les revues sont indispensables au débat intellectuel. Il ne faut pas l'oublier.
Comme je citerai tout à l'heure les cahiers Jean Jaurès, je sais que vous y attendez. Et beaucoup d'autres. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Au fond, Jules Candard, on ne se lasse pas de réfléchir à propos de Jaurès, de l'armée de la nation, à la manière dont il réfléchit à la patrie par rapport à sa défense. Il dit à un moment donné qu'il n'a jamais pris au tragique les paradoxes contre la patrie. La patrie n'est pas une idée épuisée, c'est une idée qui se transforme et qui s'agrandit. Et il ajoute « J'ai toujours été assuré que le prolétariat ne souscrirait pas dans l'intimité de son être à une doctrine d'abdication et de servitude nationale. Se révolter contre le despotisme des rois, contre la tyrannie du patronat et du capital, et subir passivement le joug de la conquête, la domination du militarisme étranger, ce serait une contradiction si puérile, si misérable, qu'elle serait emportée, la patrie, à la première alerte par toutes les forces soulevées de l'instinct et de la raison. En revanche, il revient constamment à l'idée que la patrie peut être dépassée tout en étant fidèlement servie. C'est très important de bien voir. Nous avons beaucoup dit que Jaurès était très patriote, c'est sûr, mais il ne s'agit pas d'un attachement à quelque chose, disons, de traditionnel, de figé, qui serait comme une pièce de musée à conserver. Et c'est par là qu'il peut être le plus utile aujourd'hui, puisqu'il n'est pas, voilà. Il n'est pas figé. La patrie, c'est quelque chose de vivant, et il sait bien que la patrie s'est formée, historiquement, que son rôle continue, mais qu'elle va continuer à évoluer. Il appelle à une harmonisation, disons, des rapports entre les différentes patries, les patries européennes d'abord, mais il commence à comprendre progressivement l'importance aussi des peuples colonisés et la nécessité de faire autre chose que ce qu'a fait l'Europe en ce domaine. Et donc, il envisage bien une idée de république universelle et internationale, disons, comme horizon de l'histoire. Mais il s'agit bien, disons, d'un horizon, d'un mouvement qu'il faut essayer d'accompagner, qu'il faut essayer de guider. C'est pas quelque chose non plus qui se réalisera en trop peu de temps. C'est quelque chose qui demandera des efforts. Mais il faut avoir la conscience du fait que les choses bougent, les choses évoluent. Donc, je ne crois pas que sa pensée ultime soit d'ailleurs que les patries s'effaceraient entièrement dans ce nouvel ensemble. Sûrement pas quand on le lit. Non. Les patries, disons, subsisteraient comme, disons, des foyers de vie autonomes spécifiques, parce qu'il est toujours très attaché à une idée de diversité. D'ailleurs, c'est les patries nationales, mais il y a également la diversité, je dirais, à l'intérieur de la patrie et les diversités au-dessus de la patrie. Donc, il n'y aurait pas forcément une suppression de la diversité, mais il y aurait, disons, un recul de la guerre, de la violence, de la barbarie. Un recul, et même, espère-t-il, une éradication de ces mauvaises manières de la préhistoire. C'est pour ça que lorsqu'il a fondé son journal, il a dit oui, il faut que ça s'appelle l'humanité, parce que l'humanité n'existe pas encore, ou à peine, il s'agit de la constituer. Donc c'est toujours la construction de l'humanité qui est son idéal et sa raison de vivre. Et c'est là qu'on en arrive pour finir, pour clore notre conversation, Jules Candard, à une réflexion plus large, sur les conséquences de la guerre défensive ou de la guerre offensive, la guerre de prédation, sur une éventuelle amélioration des relations internationales, du droit international. Et peut-être il y a 20 ans, aurait-on pu se sentir plus rassuré par l'héritage de Jaurès que ce n'est le cas aujourd'hui. L'idée est que la guerre défensive n'a de sens que si elle permet ensuite de faire mieux pour faire progresser le droit des gens, au sens de droit international et le droit de la guerre, si c'est un sens. C'est ce qui a été espéré au lendemain de la Grande Guerre avec la Société des Nations, qui est une idée finalement très jaurésienne, bien sûr, et puis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avec l'Organisation des Nations Unies et, disons, les premières étapes, les linéaments d'un droit international. Jaurès écrit dans l'Armée nouvelle: c'est en vain que la France demanderait à tous ses citoyens la perpétuelle activité d'esprit militaire que suppose le fonctionnement sérieux des milices, on y revient, s'ils ne savaient pas, les citoyens, s'ils ne savaient pas tous que leur effort sera réservé à la défense de la paix et du droit.
C'est en vain qu'elle appellerait à la guerre l'immensité de la force militaire ainsi éduquée, si un doute secret paralysait l'élan de ces millions de soldats citoyens. Autrement dit, se battre, oui, quand on est attaqué, mais à condition qu'ensuite progressent à hauteur de l'humanité tout entière les idées de droit et de justice. Oui. Y compris d'ailleurs avec le capitalisme, dont il dit qu'il a pu à un moment donné être une force de paix par la création d'un marché universel. Dans son grand discours sur les forces de paix, c'est effectivement une idée qu'il avance, c'est que il y a le prolétariat qui doit être organisé, qui doit avoir sa ligne politique, et bon, c'est sa responsabilité particulière de travailler à cela, mais il pense qu'il y a d'autres forces de paix possibles chez les libéraux, démocrates, progressistes, et y compris dans l'organisation économique du monde. Et c'est peut-être d'ailleurs là où, effectivement, on peut dire que 1914 va décevoir son espérance. Mais pour être tout à fait objectif et honnête, cette déception ne porte pas seulement sur les gouvernements et sur, disons, des grands maîtres de l'industrie ou des finances qui vont laisser la guerre avoir lieu. Cette déception, elle porte aussi sur l'international socialiste et les forces progressistes, disons, démocrates ou républicaines ou libérales des différents pays, qui ne seront pas non plus empêcher cette crise de déboucher sur ce conflit. Lui essaye jusqu'au bout. Il n'aurait pas été assassiné. Vous revenez à l'Uchronie de Léon Blum qui a ouvert notre émission. Je pense que le lendemain, nous pouvons savoir ce qu'il aurait fait et il aurait continué à se battre pour la paix. Mais le surlendemain, ça devient très difficile. Léon Blum nous propose une Uchronie qui est possible, il peut y en avoir d'autres. Bon, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire tourner les événements au profit de la paix mondiale, d'une organisation plus juste de l'humanité ? Eh bien, oui, les derniers mots de Blum, c'est « je crois parce que j'espère et je l'espère parce que je le crois ». Ce qui paraît, ce qu'on a gravé sur sa statue à Narbonne. Je l'espère et je le crois. Je le crois parce que je l'espère, ce qui est un peu imprudent pour un homme politique, me semble-t-il. Mais enfin, ne nous égarons pas. Et disons peut-être, est-ce que vous me rejoindrez, Gilles Candard, si je dis que, au cas où nous aurions fait cette émission il y a 10 ou 15 ans, on aurait peut-être été plus optimiste sur la capacité que les guerres aboutissent à une meilleure organisation internationale qu'au moment de l'ère dominée par Trump et par Poutine est la nôtre. Aujourd'hui, avec l'évolution récente de la Russie, comme des États-Unis d'Amérique ou d'autres pays, il est certain que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une période optimiste de très grande espérance. Mais enfin, c'est tout de même l'exigence qu'il faut garder à l'esprit, en se disant que ces choses-là peuvent être revues et que les mauvais jours finiront. Et j'espère donc une émission dans 10 ans où, au contraire, nous pourrons retrouver de meilleures raisons d'optimisme. Donc rendez-vous en 2036. Gilles Candard, on peut rappeler en même temps que cette subtilité de la pensée de Jaurès a permis aussi que on s'en réclame sur d'assez nombreux bords différents. En gros, disons, pour faire bref, de Mélenchon à Sarkozy dans des discours de campagne. Oui, mais après tout, Jaurès est au Panthéon, donc il appartient à la nation entière. Est-ce que ce n'était pas justement, disons, le propre des grands hommes de pouvoir nourrir des réflexions, des pensées différentes ? Évidemment, personnellement, je suis attaché au Jaurès républicain, patriote et internationaliste. Et j'y vois des germes d'avenir. Mais je ne me sens pas le droit d'interdire à mes concitoyens le soin de chercher, de trouver chez Jaurès, comme on le fait avec Balzac ou avec d'autres, disons des éléments qui permettent de développer votre propre réflexion. Je ne souhaiterais pas néanmoins qu'à la fin de cette conversation, Gilles Candard, le fait que nous ayons insisté sur la finesse, la délicatesse, la complexité parfois de la pensée de Jaurès permettent à l'excès d'oublier ce qu'était aussi sa vigueur et sa détermination sur des sujets aussi importants que celui des rapports entre la nation et l'armée. Merci beaucoup, Gilles Candard, d'être venu nous apporter une réflexion sur ce que Jean Jaurès a encore à nous dire sur les rapports entre la nation et les militaires, entre les civils et les soldats,
ce qui est une question qui sera de toujours et qui est au cœur de toute réflexion sur la vitalité de la démocratie. Vous avez publié avec Vincent Duclerc, il y a une dizaine d'années, chez Fayard, 2014, une biographie importante de Jean Jaurès qui a été rééditée récemment en livre de poche. Je citerai aussi la biographie, il y en a beaucoup que vous retrouverez en ligne naturellement sur notre site, la biographie de notre très regretté Jean-Pierre Rioux, Jean Jaurès, une publication de 2005 rééditée dans la collection Tempus en 2008. Et puis, si l'on veut accéder à l'œuvre elle-même, imposante, l'Armée nouvelle, on peut le faire, car il y a eu de nombreuses éditions. Une a été proposée par l'Imprimerie nationale et une autre préfacée par Jean-Jacques Becker en 2012, qui fait partie de la grande œuvre à laquelle vous présidez avec la Société des études jaurésiennes. C'est la réédition de toutes les œuvres de Jean Jaurès. Donnez-nous-en une idée, s'il vous plaît. Disons un choix de 17 volumes, avec la liste d'ailleurs à chaque fois de tous les articles ou discours que nous avons pu relever. La Dépêche du Midi a réédité récemment d'ailleurs tous les articles de Jaurès qu'elle avait accueillis. Oui, il y a de nombreuses autres éditions d'anthologie ou de textes de Jaurès différents. Il y a aussi l'histoire socialiste de la Révolution française qui a été rééditée par les éditions sociales. Et chez Fayard, nous avons donc l'édition des œuvres en 17 volumes, qui est désormais achevée et qui permet d'avoir une vue d'ensemble et qui donne moyen, disons, de rentrer et de s'aventurer dans l'exploration de ce continent Jaurès, pour reprendre une expression d'Ernest Labrousse et de Madeleine Robert-Rioux. Grande prêtresse du jaurésisme. Pour servir ce noble dessein, il faut aussi savoir utiliser les cahiers Jaurès. Dites-nous un mot de cette publication qui est importante et à laquelle je suis heureux de faire un peu de publicité. Et la Société d'études jaurésiennes publie depuis 1960 un bulletin qui s'est transformé ensuite dans une véritable revue, les cahiers Jaurès, qui sont aujourd'hui dirigés par Emmanuel Jousse, qui publie 3 numéros par an, une revue trimestrielle d'études et de réflexions autour de l'œuvre et de la vie de Jaurès, qui est une revue tout à fait ouverte, qu'on peut trouver aussi d'ailleurs sur Internet, puisqu'elle est sur le portail Kern. La vitalité de Jean Jaurès, on peut aussi la mesurer au fait que il y a 2354 rues qui sont au nom de Jaurès en France. Il arrive après De Gaulle, Pasteur, Leclerc et Victor Hugo en 5e place. Vous êtes content en tant que président de la Société des études jaurésiennes, Gilles Candard, de le savoir et de le vérifier? Tout à fait. Je crois que Jaurès est un nom qui dit quelque chose encore à beaucoup de nos concitoyens. Récemment, la Fondation Jaurès avait fait une enquête d'opinion qui montrait qu'effectivement, dans le grand XXe siècle, derrière le général de Gaulle, mais avec Clémenceau, il fait partie des rares noms qui survivent. Et puis, il y a toutes sortes de petites publications qui prouvent la vitalité de la mémoire. Vous m'avez apporté un ouvrage qui transcrit le colloque qui s'est tenu à Castres en novembre 2021 sur Jaurès et De Gaulle. Je les ai rapprochés tout à l'heure à dessein. Oui. Voilà qui permet d'approfondir la question. Jaurès est l'objet de nombreuses rencontres et réunions, et donc il y a une série de colloques du Centre national des musées Jean Jaurès à Castres, qui sont publiés à Castres, aussi Jaurès pacifique ou pacifiste, le procès vilain, l'enfance de Jaurès, et donc il faut commander auprès du musée Jaurès à Castres.